Moi contre la société. C'est une tension vieille comme le monde, n'est-ce pas? Comment on fait en fait pour faire entendre sa propre voix, cette voix unique, singulière, au milieu du grand brouhaha de la société? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Allez, on plonge dedans. La question qui va nous guider, elle est à la fois simple et incroyablement profonde. Comment peut-on être soi-même au sein de la société? Est-ce que la voix du groupe, du collectif, cherche en permanence à étouffer la nôtre? Pour bien comprendre de quoi on parle, posons les deux forces en présence. D'un côté, il y a le moi, c'est notre individualité, nos aspirations, nos désirs, bref, tout ce qui fait de nous un être unique. Et de l'autre côté, on a la société, le collectif, les règles, l'intérêt commun. Le vrai paradoxe, il est là. On a absolument besoin de la société pour exister, mais en même temps, elle semble menacer ce qui fait notre essence. Alors, dans une première partie, on va voir comment cette voix individuelle peut être réprimée. C'est la grande thèse de la société qui se construit contre nos pulsions. Et pour explorer cette idée, qui de mieux que Sigmund Freud? En 1930, il a écrit cette phrase qui est assez percutante: La liberté individuelle n'est pas un bien de la culture. C'est avant toute culture qu'elle était la plus grande. Ce qu'il veut dire par là, c'est que la civilisation, pour exister, a dû nous enlever une part de notre liberté naturelle. Et quel est le prix à payer pour vivre ensemble, pour la sécurité? Eh bien, selon Freud, la civilisation nous demande de renoncer à nos pulsions les plus primaires, les plus profondes. Et ce renoncement permanent, ça crée une frustration, une sorte de malaise qui serait au cœur de notre malheur moderne. C'est un peu le son de nos désirs qui sont étouffés, mis sous cloche. Pour qu'on visualise bien ce conflit, Freud nous a donné un modèle. Il faut imaginer notre esprit comme une sorte de dialogue à trois. D'abord, il y a le ça. C'est la source de nos pulsions, notre voix intérieure la plus brute, la plus animale. Face à lui, se dresse le surmoi. Ça, c'est la voix de la société, des parents, des règles qu'on a fini par intégrer. Et au milieu, coincé entre les deux, il y a le moi, notre conscience, qui passe son temps à essayer de faire l'arbitre. Donc, le point crucial à retenir ici, c'est que notre propre moi devient un véritable champ de bataille. C'est à l'intérieur de nous-mêmes que la voix de nos pulsions se heurte aux exigences du monde extérieur. Le conflit n'est pas seulement dehors, il est aussi et peut-être surtout en nous. Allez, passons maintenant à une autre perspective. Et si le problème venait pas seulement de la pression de la société, mais aussi de la manière dont l'individu, lui, y répond? C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième section, la voix en retrait, c'est-à-dire quand l'individu décide de fuir le collectif. Et là, on a deux critiques vraiment puissantes de l'individu moderne. D'un côté, pour le philosophe Nietzsche, l'individu est devenu un acteur, quelqu'un qui joue un rôle, qui performe pour les autres. De l'autre, pour Tocqueville, c'est un individualiste, quelqu'un qui se retire dans sa bulle privée. Ce sont deux diagnostics différents, mais qui pointent au fond vers la même chose, une perte de substance. Cette citation de Nietzsche de 1882 illustre ça brillamment. Nous tous avons cessé d'être matériaux de construction d'une société. Ce qu'il regrette, c'est que les gens soient devenus des sortes de comédiens plutôt que des pierres solides avec lesquelles on peut bâtir quelque chose. La voix, ici, ne cherche plus à construire, elle cherche juste à être applaudie. Tocqueville, lui, il identifie un phénomène tout à fait nouveau qu'il baptise individualisme. Mais attention, c'est pas de l'égoïsme, c'est un sentiment calme, presque réfléchi, qui nous pousse à nous isoler avec notre famille, nos amis, et à laisser la grande société se débrouiller sans nous. C'est une voix qui choisit le silence sur la place publique. Et cette distinction, elle est vraiment fondamentale. L'égoïsme, c'est un instinct, un truc passionné, un vice qui a toujours existé. L'individualisme, pour Tocqueville, c'est un jugement erroné, un produit de la modernité et de la démocratie. C'est une menace bien plus subtile, bien plus insidieuse. La grande crainte de Tocqueville est super bien résumée par cette métaphore. Pour lui, l'aristocratie créait une longue chaîne qui relia tout le monde, du paysan au roi. La démocratie, en voulant l'égalité, a cassé cette chaîne, et maintenant chaque maillon est seul, séparé des autres. Chaque voix est isolée dans son coin. Bon, alors, est-ce qu'on est condamné à ce conflit sans fin? Pas forcément. Dans notre dernière partie, on va essayer de voir les choses différemment, de voir cette tension comme une sorte de dialogue, un conflit qui est en réalité le moteur de l'histoire. La première chose à accepter, je crois, c'est que ce conflit entre le moi et la société est inévitable. Il ne va jamais disparaître. Et pourquoi? Eh bien parce que la société a besoin des deux. Elle a besoin de conformité pour maintenir l'ordre, c'est sûr, mais elle a aussi désespérément besoin d'individualité pour avancer et pour innover. Alors, à quoi il sert ce conflit permanent? Eh bien, il sert à plein de choses.
D'abord, il force la société à évoluer, à faire de la place aux nouvelles idées. Il nous protège de la soumission totale. En fait, c'est le vrai moteur du progrès social. C'est justement parce que nos voix ne sont pas d'accord qu'on a besoin de créer des règles communes pour vivre ensemble. Et ça s'appelle l'éthique et la politique. Et voilà, on arrive au point crucial de toute cette analyse. Ce conflit n'est absolument pas stérile. Bien au contraire, c'est le véritable moteur de l'histoire humaine. Chaque tension, chaque débat entre la voix individuelle et la norme collective, c'est ce qui fait avancer l'humanité. Et tout ça, ça nous ramène à notre métaphore du début. Finalement, la voix de l'individu, elle trouve son vrai sens, non pas en essayant de s'échapper du chœur, mais en y chantant sa propre partition, une partition unique. C'est dans le dialogue, même quand il est un peu dissonant, avec les autres voix que la sienne prend toute sa valeur. On va se quitter sur une dernière pensée, une question à méditer. Et si la vraie liberté, au fond, on ne la trouvait pas malgré les contraintes de la société, mais précisément grâce au conflit permanent avec elle? C'est une idée assez vertigineuse.